Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Bon, ça va pas être pratique de faire une émission de radio avec ce nez complètement pris. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui sont pas malades parce qu'il y a un paquet, je suis le dernier survivant. Mais oui, en fait, c'est ce que j'allais vous dire avec Anthony là, qui réalise cette émission. Ouais. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et une très belle année à vous tous. Merci Anthony. Merci à toi aussi. Lui aussi il n'est pas malade. Une très belle année à tous ceux qui nous écoutent. On a Aude qui n'est pas malade pas là non la plus. semaine dernière, pas encore. Non, elle n'est pas malade et on a un jeune arrivant dont le IMI, Neimi. Voilà, c'est très joli prénom, voilà, qui va être notre standardiste, non pas stagiaire, juste stagiaire aujourd'hui, notre standardiste dans les semaines également à venir. Alors attention, parce que vous l'avez compris, cette année 2025 commence sur les chapeaux de roue, ça va être le cas également pour notre rendez-vous, avec plein de choses dont on va parler, dont tout de suite d'ailleurs, si vous avez un deux roues, on va revenir sur le contrôle technique des deux roues. Alors on va revenir sur le contrôle technique des deux roues, mais pas que, puisque cette semaine il y a aussi une nouvelle importante, c'est qu'enfin on légalise la remontée de fil pour les deux roues. Donc oui, ça, on va en parler ça rapidement. c'est... On l'avait évoqué la semaine dernière, on vous a dit que ça allait arriver avant l'été, vous voyez, ça a été plus rapide. Plus rapide que prévu, ce qui est quand même assez rare dans ce pays en ce moment. On parlera aussi alors de quelque chose qui est vraiment d'actualité, c'est la gestion de l'aquaplaning. L'aquaplaning, vous savez que même l'ESP n'arrive pas à juguler l'aquaplaning. Et pourtant, l'ESP c'était déjà bien. L'ESP c'est efficace, c'est l'antidérapage, mais ça ne peut rien contre l'aquaplaning. Et bien ça y est, Goodyear et ZF se sont associés et il y a un système qui permettra... Alors, on ne réécrit pas les lois de la physique, attention, ça veut dire que si vous arrivez à 200 km/h dans une flaque d'eau, ça récupérera pas. Et à un moment, en même temps, on n'a pas le droit d'arriver à 200 km/h sur une flaque d'eau. Ça dépend si vous êtes sur circuit. Ah oui, voilà. Évidemment. Mais donc là, je précise, si vous arrivez à 200 km/h sur circuit, eh bien, vous pourrez être sauvé. Alors pas dans ce cas-là, mais si vous passez dans une flaque d'eau sur l'autoroute, par exemple, à 110 km/h, carrément. Ça pourra récupérer ce qui aurait pu se transformer en accident. Ça va sauver plus de vies que ce que le SP a déjà sauvé. Peut-être. Qui serait bien. Mais en tout cas, nous, on avait vu cette innovation avec Goodyear et une autre marque et on en parlera. Allez, on va aussi parler du marché de l'occasion parce que ce serait peut-être le moment d'acheter une voiture d'occasion électrique. Qui veulent acheter, qui se disent une voiture électrique, ça peut me plaire, mais c'est trop cher, eh bien tournez-vous vers l'occasion. Il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Donc on verra ça en fin d'émission. Pour la rubrique classique, on va s'intéresser à ceux qui demain vont faire la traversée de Paris. Enfin, c'est de nouveau dans Paris, mais gla, il va faire froid. Et il y aura une petite innovation. On va parler d'un carburant qui va rendre les voitures anciennes beaucoup plus propres, et même plus propres que certaines modernes. Bon, vous l'avez compris, le programme est déjà et encore de nouveau passionnant et riche. On va pas tout vous dire, on va parler de la Mazda en essai de la semaine, enfin pas n'importe quelle Mazda. La CX-80, par exemple. On parlera de la ville la plus embouteillée de France. Oui, bon, ça tout le monde en a parlé cette semaine. Mais on vous expliquera pourquoi, c'est ça la différence. Et puis, on vous donne la parole au 0826 300 300. Vous nous appelez tout de suite. Vous pouvez nous joindre pour poser une question, pour donner votre avis, ou vous pouvez réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Évidemment, oui, je serai votre voix. On a déjà Stéphane qui est arrivé, qui dit bonjour comme Kevin. Voilà, n'hésitez pas. C'est aussi votre, comment on pourrait appeler ça, votre onde, la page Facebook de Sud Radio. Allez, c'est parti. Jusqu'à midi, on parle auto avec vous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et les contrôles techniques, où en est-on vraiment? Nous avions évoqué le sujet la semaine dernière. On va accueillir tout de suite Laurent Palmier, qui est PDG du réseau Sécuritest, groupe SGS, leader du contrôle technique en France. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et bonjour bonne année. Oui, et tous nos vœux. Excellente santé surtout. Oui, ça commence bien. Et tous nos vœux de contrôle technique, puisqu'on a évoqué la semaine dernière avec un représentant de la Fédération française des motards en colère le fait qu'il y avait un vrai boycott du contrôle technique. Alors eux nous disent 80% des motards ont boycotté le contrôle technique qui devait passer avant le 31 décembre. De votre côté, ça donne quoi à la louche les chiffres ? Alors on est loin de ça, nous de notre côté. On a fait 930 402 contrôles, la profession, au 31 décembre. Et c'est conforme à ce qui nous avait été annoncé, puisqu'il avait été évoqué près d'1,3 million véhicules à contrôler sur 2024. Et comme on a commencé au 15 avril, c'est strictement les volumes annoncés. D'accord. Et pourtant, moi j'avais entendu parler de 4 millions de roues à contrôler.
Oui, la fourchette, c'était 1 à 4. Donc Ah oui, une c'est très pas une, grande fourchette. c'est Ah, pas c'est une une grosse fourchette. fourchette, c'est une ouais. fourche, hein, là. Ouais, alors donc d'un côté on a la FFMC qui dit voyez le boycott a réussi, et de l'autre côté le contrôle technique qui dit non. finalement on est dans les clous, quoi. Donc la vérité elle doit se situer à peu près à mi-chemin de ça. Oui, comme souvent, mais nous, on a eu finalement une bonne activité sur une année qui a fait venir vers nous que des motos. Ah oui. Enfin, que des motos. Sur les 930 000 contrôles réalisés, il y a eu 730 000 de motos, c'est-à-dire de catégorie L3. D'accord. Oui. Donc en fait, oui, il y a des catégories où les motards sont allés faire contrôler leur moto, et en revanche, on va le dire, hein, les cyclomoteurs, vous les avez pas vus. Non, on les a très peu vus pour l'instant. Cyclomoteur, on entend scooter. On entend scooter en 49.9, voilà. Donc eux, ils sont pas passés. Ils sont pas passés parce que là, on est d'accord. En règle générale, ce genre de véhicules, c'est souvent des jeunes qui les ont, qui n'ont pas les moyens de les entretenir, donc ils sont dans des états parfois pitoyables. On en voit circuler, alors principalement dans les grandes agglomérations. Pour les livreurs, généralement. Pour les livreurs, c'est des trucs qui sont raccordés, rafistolés avec du scotch. C'est n'importe quoi. On en voit de moins en moins, surtout sur les routes des vrais cyclos, c'est-à-dire les moins de 49 cm3. Et c'est des véhicules qui ont des durées de vie beaucoup moins longues que les motos. Ouais. Donc notre premier contrôle à 5 ans et puis le suivant à 3 ans fait que, quand je dis on en a vu peu, on en a vu près de 100 000 quand même, mais c'est 10% des contrôles qui ont été réalisés. D'accord. J'ai entendu qu'il y avait une tolérance qui allait être appliquée, c'est-à-dire ceux qui ne pourront pas produire leur contrôle technique parce qu'ils ne l'ont pas encore fait. Normalement, la date butoir pour les véhicules de plus de 7 ans, c'était le 31 décembre, mais ceux qui ne l'ont pas fait, s'ils se font arrêter par les forces de l'ordre, on va leur dire « Ouh là là, c'est pas bien », mais il y a... comme pour beaucoup de choses, pour la loi montagne, pour les ZFE, alors on va vous arrêter, on vous dira attention, c'est mal, hein, mais en fait ils ne seront pas verbalisés. Donc vous êtes au courant de cette tolérance entre guillemets ? Pas du tout. Pas du tout. Non, J'aime bien vous parce que... sabrez le moral pour commencer l'année. Ouais, Mais, ouais, parce qu'en fait, j'ai lu dans la dépêche du Midi qu'il y avait des contrôles qui avaient été organisés justement par la police, et que on avait signifié aux contrevenants qu'il fallait passer le contrôle technique, Après, mais ils n'ont pas été verbalisés. Oui, mais après, c'est peut-être dû à la gentillesse du bien sûr. du policier qui a dit Oui. bon, bah, c'est pour la première c'était fois. Une opération où la presse était conviée, donc il n'était pas question d'être gentil, il était question pédagogie. Voilà, Bah et oui. c'était exactement, c'est le C'est mot ça. qu'on utilise maintenant. Voilà, on est Pédagogie. dans une période pédagogique. Alors normalement, ça doit se durcir. On en a parlé aussi la semaine dernière. Il va y avoir un contrôle de bruit qui doit arriver là au printemps, c'est ça ? 1er mars, oui. 1er mars. Est-ce que c'est reculé par reculé, parce qu'on entend un peu tous les sons de cloche ? Bah, à ma connaissance, pour l'instant, c'est pas reculé. Et si cette date avait à bouger, ce serait pour des raisons techniques de déploiement des matériels. Parce que le sonomètre qui nous est imposé dans les centres de contrôle est un produit relativement complexe, qui va d'ailleurs au passage coûter un peu plus de 5 000 € par morceau. Donc c'est des sonomètres qui sont reliés à un appareil qui permet de prendre le régime moteur en même temps. Et donc il peut y avoir un problème de déploiement, mais au moment où on se parle, il n'y a pas de décalage de date. D'accord. Le chiffre retenu, ça sera quoi en niveau sonore pour l'acceptation contrôle ? Ce sera la valeur que vous retrouvez sur le certificat d'immatriculation, ou sur la plaque d'ailleurs du véhicule, ou sur une donnée, c'est ce qu'on appelle la valeur U1. Alors c'est un peu technique, c'est sur le certificat d'immatriculation. Ouais. C'est cette valeur qui nous servira de point de repère pour la mesure. Alors il y a un truc très intéressant, parce que quand on a préparé l'émission cette semaine, moi j'ai pris mes cartes grises, j'ai regardé, j'ai une Kawasaki qui date de 2003 et qui sur la carte grise est notée à 92 décibels. On avait évoqué aussi les mesures, les contrôles radars qui seront réglés sur 88 décibels. C'est-à-dire que moi avec ma moto d'origine qui est pas modifiée, qui est homologuée pour une certaine valeur, je pourrais être verbalisé si j'accélère un peu fort devant un radar de bruit. Et le deuxième truc, c'est que j'ai regardé sur une autre carte grise d'une moto un peu plus ancienne, j'ai pas de valeur. Alors comment on fera quand il n'y a pas de valeur de notée sur la carte grise pour vérifier le niveau sonore ?
Alors quand il n'y a pas de valeur sur la carte grise, on vérifie si l'information est plaquée sur le véhicule. Et en troisième lieu, on vérifie si dans la base de données technique qui nous est retransmise par l'administration, on a une valeur. Si on n'a pas de valeur du tout, on ne fera pas la mesure et on sera obligé d'expliquer par un code spécifique sur le procès-verbal pourquoi on ne l'a pas réalisé. C'est un peu une usine à gaz, ça va tout être ça. ça va être une usine à gaz. Même pour vous, ça va être terrible. Pour ajouter à l'usine à gaz, la vérification de la vitesse des cyclomoteurs, ça va être mis en place ou pas? Parce que c'est pareil, hein, ça faisait débat aussi. Ah oui. Oui, alors ça c'était prévu en juin 2025. Il y a un arrêté modificatif qui a été mis en consultation publique là au mois de décembre, entre le 4 et le 26 décembre, pour valider peut-être le fait que ce soit décalé au 1er mars 2026. Ah bah oui. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pareil, c'est en attente de validation éventuelle. Laurent Palmier, je vais vous poser la question de confiance. Est-ce que la France pourrait abandonner le contrôle technique moto comme c'est le cas pour le Portugal qui vient de le faire? Le Portugal, c'est une décision parlementaire finalement de ne pas s'engager dans cette voie-là, avec les conséquences que ça supporte, parce qu'en réalité, on a mis en place le contrôle technique des 2 roues. Je vous rappelle que c'était une directive de 2014 et qu'on est en 2025. Oui, mais ça c'est le droit français, c'est plus long, vous comprenez. C'est la transcription du droit. Oui, ça prend du temps. Il faut traduire du belge au français, c'est pas facile. Pour rebondir sur ce que dit Jean-Luc, c'est plutôt la prochaine directive européenne qui intéresse le Parlement européen aujourd'hui sur le champ du contrôle technique dans sa globalité. Il y aura une nouvelle directive à l'horizon de 18 mois, vraisemblablement au niveau européen. Et donc pour l'Europe, la question est plus de se demander si on applique une directive de 2014, mais comment on va transcrire une future directive de 2026, quoi. D'accord. Ah ouais. Qui tiendra peut-être compte cette fois de la pollution et de beaucoup d'autres choses. Non, on parle de toujours façon des 2 plus roues. précise. On parle des 2 roues. Pour l'ensemble des véhicules. Ah, oui. Oui, ça touchera l'ensemble des véhicules. D'accord. Est-ce que ça va vous demander d'investir de nouveau dans d'autres matériels? Parce que vous avez quand même tous investi, autant vous, Laurent Palmier, pour le réseau Securitas, que d'autres de vos collègues. Pour les 2 roues, là, j'entends. Hein. Pour les 2 roues, il y a l'investissement de ce que j'ai évoqué, les sonomètres, là, avant le mois de mars 2025. Investissement sur les céléromètres, ce que vous avez évoqué. C'est pour mesurer la vitesse, oui. Vitesse des catégories L1, c'est-à-dire les véhicules de moins de 50 cm3. Et bon, je trouve qu'en investissement, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est après, beaucoup. Ce qui suivra éventuellement, ce seront les investissements dans le futur, puisque vous expliquez dans votre émission l'évolution des véhicules et la technologie. Alors ça va des aides à la conduite aux nouvelles énergies, et on sera obligé dans les centres d'investir aussi en parallèle. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée du montant des investissements que vous avez dû faire là, par exemple, pour le contrôle technique moto, enfin 2 roues? Pour le contrôle technique moto, en moyenne, c'est un investissement situé entre 7 500 et 12 000 euros par centre. Par centre, ouais. Sans compter ceux qui ont acheté des tables de levage, ce qui n'est pas pour l'instant complètement obligatoire. Et donc là, ça fait monter la facture allègrement vers les 15 000 euros d'investissement. Tout ça pour 250 contrôles réalisés en moyenne par centre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a des contrôles, ils voient passer une moto par semaine. Donc ils se demandent s'ils vont continuer à faire du contrôle technique de moto, ce qui posera sans doute un problème pour ceux qui habitent loin d'un centre de contrôle moto. Vous imaginez pas, tiens, par exemple, on parlait des cyclomoteurs, avec un engin, si vous êtes à la campagne et qu'il faut faire 40 km pour aller passer le contrôle technique et 40 km pour revenir, bon, ça paraît pas possible, à moins d'avoir un camion. Aujourd'hui, il y a un centre sur 2 qui font le contrôle. D'accord. Il y a plus de 6600 centres de contrôle en France. Et donc, il y a un peu plus de 3000 centres qui le font. Donc, le maillage, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça au niveau de l'utilisateur. D'accord. Bon, ça peut évoluer vite. On l'a vu cette semaine avec la remontée de fil. On a évoqué la semaine dernière la possibilité de la prolongation de l'expérimentation jusqu'au mois de juillet. Et en fait, on a évoqué le décret. Et crac, le décret, il est sorti comme un lapin du chapeau. Et donc, ça y est, maintenant, ça sera dans le code de la route. Donc, on a le droit de remonter les fils de voiture en 2 roues. Et pourquoi est-ce qu'on a le droit de remonter les fils de 2 roues en voiture? Parce que l'expérimentation a montré que c'était moins dangereux de remonter les fils de voiture que de suivre les voitures
en 2 roues. Donc, et en plus, ça permet de fluidifier le trafic. Donc, on n'avait que des avantages. D'ailleurs, c'est une pratique qui a existé depuis toujours. Moi, je ne vais pas vous dire depuis combien de temps je suis motard, Non, mais j'ai toujours vous avez quel âge remonté les fils de voiture. Voilà. Donc, c'était complètement ubuesque. À l'époque, d'ailleurs, on faisait de temps en temps un contrôle sur le périphérique. On bloquait le périph' et on verbalisait quelques motos devant les caméras de télévision. Et voilà, ça se limitait à ça, en fait, les verbalisations dans l'année. Donc, ça y est, ça, enfin, c'est légal. Et ce que je voulais vous dire à propos de ça, c'est que on voit que parfois les décisions peuvent être très rapides. Donc, quand on évoquait la suppression éventuelle du contrôle technique moto, c'est pas impossible. Hein. Même, ça doit vraiment être parlementaire, Laurent. C'est la dernière question. Ah bah là, c'est même plus parlementaire chez nous. C'est parce qu'au Portugal, c'était dans un cheminement un petit peu différent. Nous, les arrêtés sont sortis. Tout a été lancé il y a maintenant plus d'1 an. Non, on va se reparler, je pense, bientôt pour un autre sujet. Et donc, et vous penserez à moi, ce sera lié aux airbags. D'accord. Ah oui, on a vu que effectivement, par rapport à ce qui s'est passé, l'État commence à taper du poing sur la table à propos des airbags. Mais attention, messieurs, que ce soit autant vous, l'ami Jean-Luc Moreau, journaliste auto de l'Univers, et Laurent Palmier, PDG du réseau Sécuritest, pour conclure, quoi qu'il en soit, tous ceux et celles qui doivent passer leur contrôle technique 2 roues là dans les semaines à venir, faites-le. N'attendez pas un changement de loi, faites-le. En gros, c'est ça quand même. Hein. Ça évitera de se faire attraper sur le bord de la route, oui, c'est sûr. Bon, merci beaucoup, Laurent Palmier. C'est moi. Très vite, vous savez que le micro est ouvert. Vous qui êtes le PDG du réseau Sécuritest, groupe SGS, leader du contrôle technique en France. À venir, on va vous accueillir. C'est Véronique qui a une question à nous poser. Elle nous rejoindra au 0826 300 300. Vous avez déjà été assez nombreux à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Vous me faites beaucoup rire. Merci en tout cas de ce sourire que vous m'apportez et puis aussi de vos bonnes idées, de vos bons, comment on peut appeler ça, quand on, j'ai pas trouvé mon mot, donc j'ai perdu mes neurones ce matin. Écoutez, je vous le ressors dans moins de 2 minutes. Je réfléchis, je reviens dans quelques instants sur Sud Radio. Propositions sur Facebook. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous savez que vous pouvez, si vous nous rejoignez à l'instant, merci d'ailleurs d'écouter Sud Radio, rejoindre l'émission On parle auto, soit sur la page Facebook de Sud Radio, où vous êtes nombreux déjà. On a Alphonse qui est arrivé, Kevin évidemment. Ah tiens, petite question avant d'accueillir Véronique qui nous a contacté au 0826 300 300. Enfin, une question, je voudrais une réaction de l'ami Jean-Luc Moreau sur ce que disait Kevin. 30% des accidents mortels en moto est dû à un défaut d'entretien de la route. Moins de 0,3% des accidents est dû à un défaut d'entretien du véhicule. On voit où est la priorité. En gros, les contrôles techniques, c'est pour rentrer du blé. On est d'accord. Alors, non, c'est pas pour rentrer du blé. Vous avez compris qu'il y a une directive européenne qui impose aux États membres de mettre un contrôle technique moto. Donc ça, sur ça, il n'y a pas de discussion. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pas un contrôle technique des routes avant de faire un contrôle technique des véhicules? Sans doute. Et la France est extrêmement mal placée. Et chaque année, dans le palmarès, elle descend au moins de 4-5 crans. Donc on a un réseau routier qui est dans un état pitoyable et on continue malgré ça, c'est pour ça que je peux râler, à nous installer des ralentisseurs qui coûtent quand même très cher et qui sont zéro en termes de sécurité routière. C'est ça qui est complètement démentiel. C'est-à-dire on n'entretient pas les routes, ce qui provoque des accidents, et à côté de ça, on installe des ralentisseurs qui, eux, n'améliore pas la sécurité routière. Ça, c'est un vrai sujet. Et sur Sud Radio, on devrait taper du poing sur la table et inviter peut-être. Oui, mais sur ces 2 sujets-là, moi, je trouve qu'on peut le faire dans une prochaine émission. Non, le problème des ralentisseurs, c'est que tant que la justice ne sera pas prononcée, ils ont commencé. Ils sont prononcés avec Modelo. Tant que la justice ne dira pas un ralentisseur illégal doit être retiré tout de suite. Ce qui paraît logique, mais après, ce qui va se passer, c'est que les municipalités vont nous dire on n'a pas d'argent, parce que ça coûte aussi de l'argent de l'enlever. Mais c'est ça, mais au-delà de ça, c'est que c'est ridicule. Alors donc que la France... s'il y a des maires qui nous écoutent, arrêtez de faire n'importe quoi. Et puis la France a besoin d'argent. Je ne suis pas contre les ralentisseurs, mais au moins faites des choses qui sont légales. Voilà. Bon, allez, tiens, Véronique. Salut Véro. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonne année à tous les deux. À vous aussi, 0826 300 300. Vous faites comme Véro, vous nous appelez ou vous écrivez un mail. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet pour intervenir dans l'émission. Alors, que vous arrive-t-il avec votre voiture qui couche dehors, vous, comme la mienne? Ma voiture, elle couche dehors et on est victime, comme tout le monde, de plus en plus d'incivilité. Donc, j'avais une question. Est-ce qu'il existe une caméra qu'on puisse poser, donc qui n'est pas d'usine, initiale,
qui ne se charge pas sur la batterie, parce que les batteries deviennent de plus en plus Oui, on est d'accord. sollicitées, Ouais. et qui en même temps enregistre les images sur une carte mémoire Oui. intégrée, Oui. et pas en étant lié à un téléphone portable. Voilà, et qui en plus a un détecteur de choc parce que si Voilà. on abîme votre voiture, au moins ça filme et ça ça existe, garde ça. les images. Et ce que vous m'avez mis quand vous avez envoyé la question, c'est que si je trouvais, que vous m'avez dit c'est un mouton à 5 pattes, et vous m'avez dit si vous trouvez quelque chose, vous gagnez un mouton. Alors, bon, mouton, méchoui ou un mouton, un mouton à 5 pattes. Mais bon, c'est compliqué un mouton à 5 pattes. Contentez-vous d'un mouton Rothschild, ça sera très bien. Voilà, vous voyez. Alors, est-ce que je peux venir ce jour-là? Oui, ou un mouton méchoui au printemps, en été. Alors oui. Excusez-nous pour les amis véganes, mais nous sommes un peu carnassiers. Alors, il existe Alors. des dashcams. Alors maintenant, Ouais. il y a beaucoup de modèles qui sont sur le marché. Une dashcam, c'est une petite caméra. Alors maintenant, elles sont en deux parties. Vous avez une partie qui filme sur l'avant, une partie qui filme sur l'arrière, ce qui vous permet d'avoir un périmètre qui est couvert, qui est pratiquement sur 360 degrés. Celle que je vais vous proposer, elle est sur 336 degrés, donc c'est pas mal. Il y a que deux petits au niveau du pied, ce qu'on appelle le pied milieu de la voiture, c'est-à-dire entre la porte avant et la porte arrière. C'est le seul endroit où vous verrez pas ce qui se passe. Mais autrement, vous allez voir tout ce qui se passe. C'est très facile à installer. Une ventouse, crac, derrière une ventouse. La liaison entre les deux se fait sans fil. Vous rechargez, c'est une batterie interne comme vous avez sur votre téléphone, mais ça dure plus longtemps parce que ça consomme moins vu qu'il n'y a pas d'écran qui s'allume quand ça filme. Donc vous rechargez la batterie une fois par semaine. Vous avez un détecteur de choc, c'est-à-dire que le moindre petit choc, tac, ça va mettre même la nuit en route les caméras qui arrivent à filmer en haute définition, même dans le noir. Ok. Donc vous saurez. Tu vas voir si le chat est monté sur le capot. Oui, exactement, vous saurez si le chat est monté sur le capot. Et tout ça pour un prix vraiment très minime. Alors je ne vais pas vous dire où j'ai trouvé ce modèle-là, mais j'ai trouvé un modèle particulier. Si vous avez un petit papier, un petit crayon. Oui. C'est pareil, après je vous donne l'année pour le mouton Rothschild. Hein, Et puis pour ceux qui écoutent, prenez papier et crayon aussi. Voilà, c'est une Miden S7. Comment tu écris Miden? M-I-D-E-N, c'est fastoche. Voilà. Vous la trouvez sur un grand site de vente où il y a tout, hein, voilà, pour 49,99 €. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. C'est de la et vous avez raison, et c'est pour ça que je dis que vous avez raison de vouloir installer ça, parce que même quand vous allez rouler, vous mettez le système en route, et si à un moment ou à un autre il y a un accident, vous pourrez prouver votre bonne foi. Pour les assurances. Oui, exactement, parce qu'en fait, les images possèdent gravé dans l'image, on va le dire comme ça, la date, l'heure, etc. et le point GPS souvent, parce qu'en plus celle-là, elle a un capteur GPS qui vous indiquera l'endroit où ça se produit. Waouh. Donc ça, vous pouvez le produire, c'est accepté par les assurances comme preuve. Exactement, et un gendarme me l'a d'ailleurs confirmé, alors que moi je croyais qu'on n'avait pas le droit de filmer comme ça. Non, vous avez le droit. Vous avez le droit. eh ben, Alors il y Véro, a une carte SD. En plus, vous pourrez le soir enlever la carte SD et revivre vos passionnantes aventures au volant de votre véhicule toute Oui. la journée. Ou la nuit, parce que ça peut être passionnant de voir ce qui se passe autour de votre voiture la nuit. Je sais pas ce que vous faites la nuit avec votre voiture, Après, mais vous faites effectivement, ça peut être rigolo. Non, à mais en regarder. plus, mais tu sais, t'as plein d'animaux, plein de trucs. Après, vous faites un petit compte TikTok et vous mettez des petites vidéos sur TikTok. Et dites donc, Véronique, vous venez de perdre un mouton à 5 pattes là maintenant. C'est à vous d'aller le chercher. En plus,
Et si vous faites partie des nouveaux auditeurs de cette sublime émission internationalement connue, on parle auto jusqu'à midi, renommé, comme dit Anthony, notre réalisateur. Il y a l'essai de la semaine, toutes les semaines donc. Alors, vous allez pouvoir voir cet essai complet sur la page YouTube. Si c'était l'essai du mois, ça serait tous les mois. Donc c'est l'essai de la semaine. Voir l'essai du jour. Donc l'essai complet sur la page YouTube de Sud Radio et en extrait, mais un long extrait, aujourd'hui sur la page Facebook avec la fameuse Mazda. La Mazda CX-80, alors PHEV, ça veut dire quoi? Hybride rechargeable. Alors le CX-80, c'est le vaisseau amiral du constructeur Mazda. C'est un gros SUV de 4,99 m de long qui n'a pas une tête inconnue, puisque c'est en quelque sorte un CX-60 rallongé. Il a gagné 25 cm, ça compte 25 cm, il peut maintenant embarquer jusqu'à 7 passagers. Côté ligne, le CX-80 reprend, vous l'avez compris, tous les éléments du CX-60 jusqu'au point milieu. Le point milieu, c'est le milieu de la voiture, voilà. Et on serait tenté de dire tant mieux, car le style manque pas de caractère et de prestance. En fait, les choses changent à partir de la porte arrière, qui est plus longue, puis avec une custode différente et une malle de coffre, dont la forme permet d'installer une 3e rangée de sièges. Lorsqu'elle est en place, cette 3e rangée, on a un coffre qui n'est pas gigantesque, 258 litres, mais on rabat facilement les 2 dossiers arrière. On obtient alors 566 litres. En plus, cette 2e rangée, elle coulisse. Donc, quand elle est reculée à fond, on a 566 litres. Quand elle est avancée, on a 680 litres. Voilà. On a aussi un petit rangement sous le plancher qui permet de loger les câbles de recharge de notre modèle hybride rechargeable. Et le cache-bagage. On a un empattement gigantesque, 3,12 m de long, donc l'espace arrière est digne de celui d'une limousine, surtout si on dispose, comme sur notre modèle d'essai, de l'option 2 sièges indépendants avec une console centrale. Vous l'avez compris, les sièges arrière, je vous l'ai dit, coulissent sur 12 cm et les dossiers sont réglables, ce qui permet de dégager plus d'espace pour les occupants des 2 sièges en 3e rangée. C'est compliqué. 2 sièges, 3 sièges, 5 sièges. Bon, mais elle est belle, c'est plutôt joli. Avouons-le, l'accès n'est pas facile, mais des adultes peuvent voyager confortablement en 3e rangée, ce qui est quand même assez rare. Alors, quand on disait elle est belle, luxe, confort et volupté, c'est vraiment comme ça qu'on peut qualifier l'atmosphère qui règne à bord de ce CX-80. Le mariage de vrai cuir, de bois, d'aluminium, de tissu, ainsi qu'une inspiration traditionnelle japonaise procure un vrai sentiment de bien-être. C'est beau et bien construit, sans trop de délire high-tech, ce dont certains constructeurs feraient d'ailleurs bien de s'inspirer. Les compteurs, par exemple, tout en étant digitaux, font appel à un affichage, on va dire classique, qui est bien plus lisible. Ils sont doublés en plus d'un affichage tête haute. Il n'y a pas de délire tactile non plus pour les commandes avec des boutons physiques pour la climatisation. De même, la tablette centrale qui trône au sommet de la planche de bord n'est pas tactile, mais se commande via une molette sur la console centrale, ce qui est bien plus sécurisant quand on roule. On retrouve aussi des commandes physiques à gauche du volant pour désactiver les aides à la conduite indésirables. Vous savez, c'est un gros paradoxe d'ailleurs. On fera un sujet sur ça, c'est que aujourd'hui, on veut absolument tout désactiver. 2 motorisations sont disponibles sur le CX-80. On a un gros 6 cylindres diesel et une version hybride rechargeable qui devrait représenter 70% des ventes pour l'instant, parce que l'hybride rechargeable, vous l'avez compris la semaine dernière, il y a du plomb dans l'aile. C'est la motorisation de notre véhicule d'essai. Elle est composée d'un 4 cylindres essence 2,5 litres de 191 chevaux, accouplé à un moteur électrique de 136 chevaux pour une puissance totale de 327 chevaux. Puissance transmise aux 4 roues, donc on a une 4 roues motrices, et la machine électrique est alimentée par une grosse batterie, entre guillemets, d'une capacité de 17,8 kWh. À l'usage, le CX-80 cultive les paradoxes. Ainsi, malgré sa batterie généreuse, l'autonomie électrique est faible. 40 km dans la réalité pour 60 km annoncés. Sur le seul moteur électrique, l'auto se montre douce, mais la suspension manque de moelleux. La raison, il faut sans doute la trouver dans les roues de 20 pouces qui provoquent des trépidations à basse vitesse. Même paradoxe côté performance. Si les 327 chevaux autorisent des accélérations plutôt bonnes, 0 à 100, 6 secondes 8, lorsqu'on écrase la pédale d'accélérateur, le petit 4 cylindres émet un bruit aigu désagréable qui est totalement en décalage avec la stature de l'auto. C'est comme si
qu'un gros monsieur avait une voix toute fluette comme ça. Ça fait bizarre. Bon, encore un paradoxe. Malgré une suspension ferme, les 2 tonnes 3 ont tendance à embarquer la voiture dans les virages, à border un peu vite. La conduite sportive est donc à proscrire, même si on dispose de palettes au volant pour commander en manuel la boîte automatique à 8 rapports. Encore un paradoxe. Si le CX-80 dispose d'une armada complète d'aide à la conduite autorisant le pilotage semi-automatique, il vaut mieux éviter. Sur ce mode, nous avons en effet frôlé un camion de beaucoup trop près, comme le montrent les images tournées sur autoroute. Et puis encore un dernier paradoxe, si l'homologation annonce une consommation normalisée de 1,6 litre au 100, il faut plutôt compter sur 9 litres au 100 sur route et en mode hybride, je précise, quand la batterie donc est vide entre guillemets, et 14 litres sur autoroute. Dans cet exercice, le gros diesel 3 litres 3 de 254 chevaux est beaucoup plus recommandable, consomme moitié moins. Voilà. Enfin, dernier paradoxe, si la batterie offre une capacité assez généreuse, l'allure de charge est limitée à 7,4 kW. Il faut donc attendre 2h20 pour faire le plein, entre guillemets, quand certains concurrents offrent de la charge rapide à 50 kW. Bon, certes, à 74 100 €, notre CX-80 PHEV en finition haute, Takumi Plus, n'est pas donné, mais il est moins cher que la plupart de ses concurrents. Quant au choix de l'hybride rechargeable par rapport au diesel, honnêtement, ça n'a qu'un intérêt fiscal. Et l'intérêt fiscal, on en a parlé la semaine dernière, il va disparaître. Donc si vous voulez un hybride rechargeable, dépêchez-vous, mais le vrai choix sur ce CX-80, c'est le gros diesel. Voilà. Je suis d'accord. J'aime bien comment vous dites ça. C'est le gros diesel. C'est le gros diesel. On a en plus, il fait un bruit beaucoup plus agréable, le diesel. Oui. Mais on a Alphonse qui nous dit, tiens, je croyais que c'est la fin des hybrides rechargeables, donc vous venez de le dire, c'est pour l'année qui va arriver, là. Par contre, il est très beau. Je trouve qu'il consomme beaucoup trop. Il consomme trop, on est d'accord. N'importe quoi. Mais il est très réussi en termes d'esthétique et d'intérieur. À l'intérieur, franchement, sent vraiment très bien. Ouais. Bon, un peu trop cher. Il manque une Alors, monsieur Mazda qui nous écoutait, voilà, il manque une suspension pneumatique pour que ce soit hyper Pullman. Et puis, on prend le gros diesel à la place de l'hybride rechargeable. Voilà. En plus, hybride rechargeable, on a parlé aussi la semaine dernière. Il y a des nouvelles normes d'homologation qui viennent d'être mises en place. Les émissions de CO2 vont doubler, voire tripler bientôt. Donc, ça sera vraiment la fin des haricots pour ces hybrides rechargeables. Et puis, vous le savez que si vous voulez retrouver la vidéo complète de l'essai de l'ami Jean-Luc, rendez-vous sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à aller revoir les essais. Et j'ai plein de gens autour de moi qui me disent, tu sais ce qu'on fait, Laurent, c'est quand on hésite sur une voiture, on va voir les essais de Jean-Luc. Au moins, ça nous permet de... voilà. Je dis exactement ce que je pense. Voilà, je dis exactement quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand c'est pas bien, je dis que c'est pas bien. Est-ce que vous êtes remboursé par la sécurité sociale? Je devrais. Allez, on continue dans quelques instants, évidemment, et après cet essai, on va parler de la ville la plus embouteillée de France. Alors, vous en avez tous entendu. Aussi la vérité. Oui, vous en avez tous entendu. Vous en avez entendu parler partout, mais personne ne vous a expliqué pourquoi. Mais il est incroyable cet homme. On va donc tout décrypter et vous allez comprendre que ce qui se passe dans cette fameuse ville qui commence par un B, ça se passe aussi ailleurs pour plein d'autres raisons. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et surtout, je voudrais donner rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent juste après le journal de 11h, car nous allons parler vraiment d'une super innovation pour la gestion automatique de l'aquaplaning. Mais pourquoi l'élève Jean-Luc... Pourquoi est-ce qu'on va parler de l'index TomTom dans la rubrique environnement? On va parler de l'index TomTom. On est avec Vincent Martinier, qui est directeur marketing de TomTom France. Et on va parler des embouteillages dans la rubrique environnement. Parce que moins on roule vite, plus on pollue. Voilà. Oui, et vous allez voir que quand on va parler de la ville qui arrive en tête cette année, alors je vais vous donner un indice, vous l'avez entendu cette semaine, mais à la mairie de Paris, on pleure depuis... ils étaient sur le podium depuis des années et ils ont perdu la première place au profit. Vincent, je vous laisse le dire. Bonjour Vincent Martinier. Bonjour Vincent. Bonjour et Laurent, bonne année. Bonjour Jean-Luc, bonne année à vous. Bonne année à vous. Bonjour. Alors, déjà, moi j'aimerais bien qu'on comprenne comment vous faites comment TomTom organise son enquête. Ça fait déjà maintenant 14 ans qu'on produit cet index trafic qui rassemble en fait des milliards de kilomètres roulés en France et dans le monde grâce au système qu'on équipe. Aujourd'hui, on travaille avec les plus grands constructeurs automobiles mondiaux, on travaille avec des fabricants de téléphones portables, on travaille avec des développeurs d'applications de navigation et tout ça nous remonte des données chez TomTom et on agrège ces données et on regarde sur tous ces milliards de kilomètres roulés à quelle vitesse roulent les gens sur une zone définie. Donc toutes les villes, on regarde 500 villes dans le monde et on
fait un classement des villes où ça roule le mieux Le ou moins bien. Ouais. Alors je vais le dire différemment. Vous espionnez tous les gens qui ont des GPS dans leur voiture. On les espionne anonymement. D'accord. En fait, pour nous, ce ne sont que des points qui bougent sur une carte. On est incapable de dire si. Vous pouvez pas me dire où était Laurence hier. Ouais, d'accord. Exactement. Ça, je ne le sais pas. Je ne sais que simplement les sur points son qui bougent sur une canapé carte. avec des antibiotiques pour une sinusite aiguë. Merci beaucoup. Voilà. Alors, traditionnellement, on avait Paris en tête pour la France. Hein. Je vais dire que c'était rentré dans les mœurs presque. Et cette année, c'est Bordeaux. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le vin? Parce que c'est vrai que les bouchons à Bordeaux, on est habitué. Oui, ça, effectivement. Mais malheureusement, ça n'a pas de rapport avec le vin. Non, ça a un rapport avec effectivement la ville de Bordeaux et sa structure. Hein, parce que aujourd'hui, on regarde deux choses dans l'indice. On regarde à la fois à quelle vitesse roulent les gens et où se forment le plus les bouchons, c'est-à-dire où est-ce que la congestion est la plus forte. Et je pense qu'il faut bien réfléchir, bien comprendre ces deux indices différents. C'est-à-dire que la vitesse, elle est liée à plusieurs facteurs. Et lorsqu'aujourd'hui on dit que Bordeaux est la ville dans laquelle on roule le plus lentement, c'est à cause des bouchons, mais c'est aussi à cause de la nature même de la ville. Parce que finalement, exactement, on va regarder et tout. Vous comprenez bien que l'infrastructure même de la ville, les rues, la largeur des rues, le nombre de croisements et puis le nombre de routes à 2 voies ou à 4 voies qu'il y a, va évidemment avoir une incidence sur la vitesse moyenne à laquelle on roule. Et Bordeaux, et en particulier le centre de Bordeaux, parce que si on regarde au niveau de la métropole Bordeaux, ça roule mieux. Mais par contre, le centre même de Bordeaux, évidemment, est plus étroit et va avoir des vitesses plus lentes. On roule en moyenne. En 2024, on roulait à 19,3 km/h de moyenne sur l'année à Bordeaux, alors qu'on roule à 20,8 à Paris. D'accord. Alors bon, on va quand même, ici on peut le dire parce qu'on est sur Sud Radio, on parle vrai, c'est une municipalité écologiste. On a donc tout fait pour empêcher les voitures de circuler correctement. Et moi, il y a un truc qui me heurte. Alors qu'ils veulent supprimer les voitures, bon, ça les regarde, il y a des gens qui ont voté pour eux, qui respectent leur programme, mais qui viennent pas nous dire, parce que j'ai entendu un élu dire, voilà, Bordeaux maintenant, grâce à ça, c'est une ville où la mobilité est apaisée. En quoi elle est apaisée? D'avoir des bouchons et de la pollution, puisqu'on va rappeler quand même qu'une voiture qui est à l'arrêt avec le moteur qui tourne, elle pollue beaucoup plus que si elle avance. C'est complètement démentiel, quoi. Comment on peut tenir un discours comme ça? C'est ça que moi qui me rend complètement fou. Bon. Et puis, attends, juste une chose, moi je voudrais quand même rajouter quelque chose. C'est que quand tu habites à Bordeaux, j'ai pas mal d'amis qui habitent, tu peux te débrouiller. Mais quand tu habites à l'extérieur, et de plus en plus on a fait partir les gens à l'extérieur des métropoles pour plein de raisons. C'est pour ça que les banlieues se sont agrandies. Et à Bordeaux, tu n'as pas le même maillage de transport en commun qu'on peut avoir sur la région Île-de-France. Donc quand tu habites à 20 km à Langon, par exemple, tu es obligé de prendre ta voiture pour venir bosser à Paris, à Bordeaux. Or, il y a des pistes cyclables qui ont été mises en place de plus en plus. La mairie de Bordeaux assume le fait qu'elle veut donner une priorité aux pistes cyclables. Mais non, il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne peuvent pas faire autrement pour venir bosser, quoi? C'est le grand dilemme. Aujourd'hui, quand on regarde des villes et quand on regarde Paris, puisqu'on cite souvent Paris comme un exemple, effectivement. Oui, comme un exemple. Enfin bon, voilà, comme un mauvais exemple. Il y a cette volonté qui est d'enlever un volume de voitures à Paris pour les remplacer par les transports en commun, les mobilités douces, le vélo et autres. Et effectivement, c'est une volonté qui aujourd'hui se traduit par peut-être un peu moins de bouchons dans le cœur même de Paris. La problématique, vous le dites, alors c'est effectivement comment aujourd'hui on rend, parce que c'est vrai qu'un Parisien, lui, va réussir, ou un Bordelais, à l'intérieur même de la ville, il a 2 km à faire. Oui, il va se débrouiller, on est d'accord. Mais pareil pour les Parisiens. C'est ça. Mais le problème, il est aujourd'hui sur l'agglomération, en fait, et de se dire comment aujourd'hui, pour quelqu'un qui habite en banlieue, qui doit faire 30 km pour se rendre du nord au sud, qui doit parfois traverser un périphérique, une rocade, effectivement, quelle solution on lui propose? La mobilité, les transports en commun, c'est une alternative, mais encore faut-il qu'ils soient fiables, qu'ils soient qu'il y ait des transports en commun à proximité de chez soi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et surtout en région. Le problème de la mobilité, il est dans la métropole aujourd'hui, il n'est pas dans le cœur de centre-ville. Alors bon, Paris deuxième, vous l'avez compris, deuxième. Est-ce que ça veut dire que ça a roulé mieux à Paris? Non. Non, c'est que ça a moins bien roulé à Bordeaux. C'est ça. On roule même dans le cœur de Paris un tout petit peu moins vite, on roulait à 21 km/h, 20,08. C'est une toute petite incidence, mais c'est comme d'ailleurs, on a aujourd'hui 29 villes dans le trafic, dans l'index trafic de 2024. Sur les 29 villes, il n'y en a que 2 où la vitesse a légèrement augmenté par rapport à 2023. Ah, lesquelles? Parce qu'on va déménager. Et Metz, mais pour les autres villes,
la vitesse moyenne globale sur toute l'année, sur tous les points qu'on a collectés, a un petit peu baissé, ou voire beaucoup baissé, parce que... Vous êtes en train de nous mentir, Vincent, parce que la municipalité à Paris dit depuis que le périph' est à 50, ça roule beaucoup mieux. Alors le périphérique, on a regardé le périphérique, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a une baisse, mais logique, hein, il y a une baisse de la vitesse lorsque on regarde à la nuit, le week-end ou autre. Maintenant le périph' il roule en moyenne à 24 km/h sur les heures matinales, le soir et autres, et ça change pas parce que forcément la vitesse autorisée n'a pas d'influence ou n'a pas d'incidence lorsque évidemment c'est saturé. Bah oui, on est d'accord. Mais pour reprendre une ville qui elle peut être sur le podium des villes où ça a roulé le moins bien, c'est Lyon, parce que là la vitesse elle a baissé de 4,5%. On est passé d'une vitesse moyenne de 26,5 à Lyon à 25,3 en 2024. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, Vincent Martinier? Vous êtes en train de nous dire que quand vous avez voté écolo, il faut vendre votre auto? C'est un bon slogan, ça. Moi, je ne fais que des analyses des vitesses à laquelle on a roulé, et qui sont des analyses purement sur des chiffres réels de gens qui roulaient sur toute l'année 2024, à quelle vitesse tous ces points qui se sont déplacés sur l'agglomération lyonnaise ou sur Lyon, à quelle vitesse ils ont roulé. Et la vitesse a un peu baissé, mais ça peut s'expliquer sur plein de facteurs. Ça peut être aussi bien les travaux, et souvent ça c'est la première mais ça peut être aussi oui, on n'a pas évoqué Paris, il y a eu quelques travaux aussi. Et quelques travaux, mais en fait Paris est finalement, puisqu'on a beaucoup craint l'impact Jeux Olympiques au mois d'août, et le mois d'août n'a pas été un mois extrêmement congestionné, tout le monde est parti. Donc, oui, tout le monde est parti. On a une réaction sur la page Facebook de Sud Radio, Vincent Martinet, vous qui êtes directeur marketing de TomTom, une très jolie réaction de Brigitte qui nous dit « Bonjour à tous, les bouchons traduisent... » Ah mince, ça vient de sauter, mais c'est... voilà. Tant pis. Les bouchons traduisent l'attractivité de la ville. Dixit, notre maire écolo, Besançon est attractive. De nombreux véhicules arrivent chaque jour pour y travailler, se détendre, se cultiver, faire des achats avec nos commerçants. Besançon plaît et attire, c'est une bonne nouvelle. Et évidemment, c'est de l'humour. Non, oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Moi, j'ai commencé ma carrière à Radio France Besançon. Ah oui, c'est vrai. Oui, je connais. Que moi, c'était à Melun, à Radio France Melun. Bon, voilà. Eh bien, c'était la séquence nostalgie. On va revenir donc au classement. Alors, bon, Bordeaux, première place. Deuxième, Paris. Troisième, Marseille. Jusque-là, pas de surprise du tout. Quatrième, Nice. Alors, tiens, c'est la seule ville, là, dans toutes celles que j'ai, qui n'est pas à gauche, qui est à droite. Mais il faut dire que quand on connaît Nice, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'arriver à écouler le trafic. Ensuite, 5, Nantes. 6, Lyon. 7, Le Havre. Tiens, une autre à droite. 8, Nancy. J'ai 9, le Rouen. Et 10, Orléans. C'est ça, hein? Voilà. Ça, tout à fait. Alors je précise, ce sont le classement des vitesses de la plus lente à la plus rapide. Ouais. Alors plus rapide, c'est beaucoup dire. Hein, oui, non mais on parle de bouchon, donc rapide, c'est pas le mot adapté. Et quand on parle de bouchon à Lyon, ça marche. Hein. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et quand on compare aux autres villes dans le monde, est-ce qu'on est si mal loti que ça? Parce que TomTom est vendu dans le monde entier. Effectivement, vous avez raison, il faut relativiser parce que finalement, les villes françaises, avec Bordeaux, ville entre guillemets la plus lente de France, elle est quand même 24e du classement mondial. Donc finalement, c'est une petite joueuse en fait. Ah ouais. C'est quoi la première? La première, c'est une ville en Colombie qui s'appelle Barranquilla et qui est une ville où on roule à peine 16 km/h de moyenne sur l'année. Donc ça vous donne. Ouais, mais quand vous faites une ligne en Colombie, il faut pas rouler trop vite. C'est pour ça en fait peut-être qu'ils sont à l'arrêt. Surtout qu'on voit des villes, et ça c'est effectivement dans le classement derrière, il y a Calcutta, il y a Bangalore, il y a Pune qui sont des villes indiennes. Et ce sont des villes évidemment en Amérique du Sud, en Inde, où là la croissance de ces villes fait qu'elle n'est pas capable d'absorber évidemment un trafic routier très fort. Il n'y a pas les mêmes transports en commun quand il y en a. Donc évidemment là ce sont des villes où ça roule par définition. Vincent, et puis derrière il y a Londres qui arrive en Europe. Voilà. En Europe. Ouais. J'ai 10 secondes à vous accorder. Depuis le temps que vous faites votre baromètre, là, il y a une baisse vraiment très importante de la vitesse partout dans le monde. Dans le monde, aujourd'hui, c'est 3/4 des villes dans lesquelles, sur 500 villes qu'on a regardées, il y en a 380 quasiment, c'est-à-dire les 3/4 dont la vitesse moyenne générale a diminué par rapport à 2023. Et c'est une tendance continue. Ok, merci beaucoup. Bon, rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, Vincent. Alors. Vous allez faire de la radio, vous, un tour. Vincent Martinier, directeur marketing de TomTom. Merci d'avoir été avec nous.
avec nous. On Bon, l'ami parlera des Jean-Luc. bouchons de Liège l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, non. Puis nous, on parlera aussi des bouchons de ce qu'on aime bien parce que là, nous, on fait pas dry January. Bon, on va se faire taper sur les doigts. 10h56, Anthony. On fait une pause, le retour de l'info et puis après, on parle de cette gestion Après les bouchons, on parlera de d'eau. l'aquaplaning côté pneus. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes avec vous donc pour la deuxième heure d'On parle auto. Alors un petit sommaire comme ça rapidement. On va traverser Paris en ancienne aujourd'hui. Ah si, on traversera Paris en ancienne demain, mais on en parlera aujourd'hui. Voilà. Mais oui, mais si vous me suivez pas, la traversée de Paris en ancienne, c'est demain. Il y a 2 traversées de Paris. Il y a une traversée estivale et il y a une traversée hivernale. Voilà, mais il y a pratiquement autant de monde à la traversée hivernale. Ça part du château de Vincennes et on vous livrera quelques points de passage dans Paris si vous voulez voir passer des belles autos. Il y en a 500 quand même. Et on rappelle que cet été, ça n'a pas pu traverser Paris parce qu'il y avait les JO. Exactement. Et que là, ça y est, on retraverse vraiment Paris. Ça revient dans Paris. Donc on va parler aussi du marché de l'occasion. Oui, on parlera du marché de l'occasion et principalement, alors qui s'est plutôt pas trop mal porté l'année dernière, alors que le marché du neuf s'est écroulé. Et si le marché des véhicules électriques a baissé aussi l'an dernier, en revanche, en occasion, ça va plutôt pas mal pour les acheteurs. Pas pour les vendeurs. Non. Pourquoi ? Parce que les prix ont baissé. Les prix ont baissé en moyenne, je vous le dis, à la louche de 15%. Donc si vous voulez acheter une voiture électrique d'occasion, c'est le moment. On vous expliquera pourquoi, comment tout à l'heure. Alors dans quelques instants, nous allons parler du premier sujet. Parlons bien, parlons pneus, parlons bien. Mais avant cela, vous qui nous suivez sur la page Facebook de Sud Radio, vous devez de temps en temps me voir d'un seul coup rigoler ou d'un seul coup sourire. Tout simplement parce que je vois vos réactions sur la page Facebook de Sud Radio où je vous trouve tous excellents. On a Stéphane, par exemple, qui vient de faire janvier, puisqu'on a parlé de janvier, voilà. Janvier. Je veux 5000 francs. La traversée de Paris, me dit Nathalie, très bon film, voilà. Donc continuez à me faire sourire, et puis évidemment, je me serai votre voix. Et puis vous pouvez aussi avoir votre propre voix en nous appelant au 0826 300 300 lorsque vous avez des questions à poser ou un avis à donner, ou par mail, je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet. Allez, on parle pneu dès maintenant. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Et on accueille tout de suite Socia Cosseray-Josten, qui est la spécialiste des solutions connectées Goodyear, avec une très belle innovation aujourd'hui, l'ami Jean-Luc. Bonjour Socia. Bonjour Socia, et bonne année. Bonjour. Vous avez peut-être un haut-parleur qui fonctionne à côté de vous ? Non. Ça fait un peu écho. Ça faisait un peu écho, mais il faut dire ça va mieux. Vous êtes... Non, je suis juste sur mon portable. Bon, écoutez, très bien. Donc, alors, innovation primée, innovation primée à la fois aux Awards de l'automobile, dont nous sommes partenaires. Voilà, et nous faisons partie du jury d'ailleurs, et puis primée au CES de Las Vegas 2024, donc l'année dernière. Qui a lieu en ce moment d'ailleurs. Innovation qui devrait permettre de résoudre un des plus grands problèmes des automobilistes, puisque jusqu'à présent, aucun système électronique installé sur les véhicules n'a été capable de contrecarrer ça. C'est l'aquaplaning. Alors, normalement, en français, on dit aquaplanage. c'est pas très beau. On va dire aquaplaning. Tout le monde sait ce que c'est que l'aquaplaning. Goodyear s'est associé à ZF pour développer un système. Alors, c'est quoi cette association d'abord ? Pourquoi une association ZF-Goodyear ? La collaboration avec ZF, comme ZF est quand même un des plus grands fournisseurs de systèmes de châssis au monde, nous semblait logique parce que du coup, nous pouvons intégrer nos logiciels donc qui détectent l'aquaplaning dans les logiciels de contrôle du véhicule que ZF développe. Donc, par exemple, système de contrôle de châssis, frein ou direction. D'accord. Parce que dans le pneumatique, il y a un système qui va détecter l'adhérence, et là en l'occurrence la non-adhérence quand le pneu va se mettre à flotter sur l'eau. Puisque, en fait, réexpliquez-nous, l'aquaplaning, c'est quoi exactement ? L'aquaplaning, c'est le fait de perdre le contact avec le sol. Donc il y a une fine couche d'eau qui se met entre le pneu et la route. Donc nous perdons le contrôle, la direction du véhicule. D'accord. Donc là, le pneu va dire à l'électronique du véhicule, attention, je flotte. C'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué.
Donc, la beauté du système, c'est que c'est un logiciel, donc c'est pas le pneu même, c'est notre expertise en fait en pneu et en contact avec la route qui nous permet justement de développer ce logiciel qui peut détecter donc la situation d'aquaplaning avant que le véhicule s'y trouve complètement, parce que quand on est dans la situation d'aquaplaning, c'est déjà trop tard. Et du coup donner cette information au système ZF qui va du coup permettre de stabiliser le véhicule ou au moins de le remettre ou garder une trajectoire sûre. D'accord. Alors vous, votre système, il s'appelle comment d'ailleurs ? Donc nous, notre système, il est sous la marque Goodyear Sightline. D'accord. Donc Goodyear Sightline, c'est la suite des solutions liées à l'intelligence du pneu au sein de Goodyear. Nous développons aussi d'autres systèmes, d'autres logiciels sous ce chapeau, en fait, sous cette ombrelle. Bon, alors pour bien résumer, pour tous ceux qui comprennent rien, un peu comme Laurence d'ailleurs, parce que déjà vous avec des grands yeux. Non, mais c'est même pas vrai, j'ai tout compris. Hein. Non, j'avais une question à poser, mais vous me laissez jamais parler. On va l'appeler l'intelligence du pneumatique, même si c'est pas des capteurs. L'intelligence du pneumatique va détecter qu'on est sur une chaussée avec une faible adhérence où il y a de l'eau, et avant même que le pneu perde son adhérence, va dire au châssis de la voiture, fais gaffe, tu roules un peu vite, ou le virage est abordé un peu rapidement, ou il y a une roue qui commence à patiner, il faudrait la ralentir et pas les autres. C'est comme ça que ça va se passer. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Mais donc, du coup, c'est bien ce que j'avais compris. Merci l'ami Jean-Luc, c'est beaucoup plus clair quand on le dit bien. Mais ma question, elle va être directement liée à ça. Ça veut dire que c'est vraiment un duo entre le châssis et le pneu. Ça veut dire que je ne peux pas aujourd'hui mettre ce genre de pneu sur ma voiture aujourd'hui. Il va falloir que j'attende une voiture neuve qui va avoir ce système. En fait, on est aussi en train de travailler sur les sujets de ce qu'on appelle un update après production, mais ça va être dans un premier temps dans des véhicules neufs. D'accord, oui, effectivement. Okay. Et ça va arriver quand d'ailleurs ça ? Sur quel type de véhicule on va avoir ça, et ça va arriver quand ? Donc, ça va être principalement et d'abord sur les véhicules, donc, comment on appelle ça déjà, passagers, donc, pour vous. Oui, les véhicules particuliers, voilà. Vous m'entendez toujours ? Oui, c'est bon, ça y est, c'est revenu. Oui, les véhicules particuliers. D'accord. Oui, voilà, les véhicules particuliers. On va préciser quand même que le français n'est pas votre langue habituelle, et que vous parlez quand même très très bien, et je tenais à vous féliciter. Donc les véhicules particuliers, vous êtes dans quel pays là ? Moi je suis en France, j'habite en France, mais je suis allemande. Ah d'accord, vous n'avez même pas d'accent allemand, c'est incroyable. Merci. Donc, du coup, sur les voitures particulières. Les voitures particulières vont être équipées à partir de quand ? Dans les 2-3 ans à venir. Donc on a des discussions. Oui, ça va aller vite. On a des discussions très très précises avec certains manufacturiers automobiles, donc ensemble avec ZF évidemment. Et ça va se concrétiser dans les prochains mois. Donc on parle de voitures qui vont être sur nos routes 2-3 ans à venir. Et quand on changera les pneus, donc ça n'aura pas d'incidence sur le système puisqu'il n'est pas lié directement au pneumatique. C'est exactement ça. Donc ça, c'est la beauté du système. C'est comme c'est pas lié à un certain pneu, à une certaine gamme de pneumatiques, on peut changer les pneus et quand même bénéficier de ce système. Donc même si on tient à préciser quand même que l'investissement dans des pneus premium peut sembler important, mais c'est quand même un avantage sur le long terme. Donc comment est-ce qu'on va ressentir les choses au volant ? Je vais vous poser la question différemment. Est-ce qu'on ressent les choses au volant ou est-ce qu'on ressent les choses dans la voiture quand le système se met en place, en route ? Le but, c'est que vous le ressentez pas. Parce que justement, quand vous êtes dans une situation d'aquaplaning, je sais pas si ça vous est arrivé déjà, on perd on a l'impression qu'on vole, que le volant, il devient tout léger et du coup, justement, on ne devrait pas avoir cette notion-là. Cette sensation-là, parce que c'est dans ce cas-là que la plupart des personnes font un coup de volant parce que, ou sautent sur les freins, ont une réaction inappropriée. Et d'ailleurs, c'est justement ce qu'il faut éviter. On rappelle, Jean-Luc, ce qu'il faut faire au cas où, parce que là, tant qu'on n'aura pas ces pneus-là, ce qu'il faut faire, c'est rien faire. Voilà, exactement. Alors, vous lâchez pas le volant, parce que je vois Laurence qui fait comme ça. Non, mais on laisse faire. Vous tenez le volant, vous essayez de décélérer
très légèrement. Vous lâchez pas la pédale l'accélérateur d'un coup, puisque vous avez plus d'adhérence. Donc il faut essayer d'en retrouver. Si vous freinez, c'est raté. Vous n'avez pas d'adhérence, vous freinez, tout le monde comprendra que ça sert à rien. Surtout quand vous allez retrouver de l'adhérence, là c'est là que vous allez partir. Vous risquez de partir en tête à queue. Donc on essaye d'en faire le moins possible. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc c'est pour ça que ce système-là est aussi important. Est-ce qu'on a quantifié ce que ça pourrait permettre d'économiser comme pourcentage d'accidents ? Ça, c'est une question très compliquée et c'est difficile de donner un chiffre. Ce sera après, en fait. Voilà. Il faudrait des tests plus amples, donc vraiment avec un très très grand nombre de véhicules. Aujourd'hui, on a démontré que le système il marche. Et ce que nous pouvons dire actuellement, c'est que le logiciel il détecte la situation d'aquaplaning plus rapidement qu'un clignement d'œil. Donc, plus rapidement. Alors pour la petite histoire, on a le PS de Bosch là qui va fêter ses 30 ans cette année. Le SP, pardon. Et ils avaient fait des chiffres un petit 19%. On était à plus de 15 000 vies sauvées en 2020. C'est 19% des accidents mortels en moins. Il y aura besoin d'un recul supplémentaire pour. C'est top. Hein. Bon bravo, voilà. Bon, on attend d'essayer. Hein. D'ailleurs, j'imagine il y a des véhicules en test qui permettent d'essayer ça. Tout à fait, on peut essayer. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi. On peut tout à fait faire un test. Bon. Donc, on a deux types de tests différents. Donc, soit sur une ligne droite ou sur un virage. Sur un virage, c'est encore beaucoup plus impressionnant parce que le véhicule se stabilise vraiment et on n'est pas capable que le véhicule fasse quand même le virage sans aller dans les cônes. Oui, sans intervention plus du conducteur. Bon, si Goodyear veut nous inviter à venir faire une émission en direct. Le plus dur, ça va être de trouver une route. Le plus dur, ça va être de trouver une route mouillée. En ce moment, c'est la sécheresse, donc c'est bien sûr. Venez un peu au Luxembourg. Non, mais même pas qu'au Luxembourg. Et un petit clin d'œil à nos amis bretons et au Calvados là, qui sont inondés aussi. Tout ce qui est au-dessus de la Loire, on est en train de boire la tasse. Bon, merci Socia Cosseret. On dit Houston, alors si vous êtes d'origine allemande. Oui, c'est ça, exactement. Bon. Spécialiste des solutions connectées chez Goodyear. On vous embrasse et on vous souhaite de nouveau une très belle année. Merci. Au revoir, une Goodyear. Happy Goodyear. Chris, dans quelques instants au 0826 300 300 pour la question sur Sud Radio pour On parle auto, juste avant de parler de la traversée de Paris hivernale en ancienne. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi, vous le savez, tous les samedis en direct. Alors on va vous expliquer ce qui se passe. Oui, nous sommes en direct. Nous devions avoir on a les aléas du direct. Voilà. Les aléas du direct, c'est Laurence qui parle tout le temps. Voilà. Mais si c'était enregistré, on pourrait la couper. S'il te plaît, tu peux me laisser expliquer ce qui se passe. Et on a un problème avec Chris, son téléphone refuse les appels. Donc je demande à Chris par SMS, parce que du coup je me sers de mon téléphone, puisque le vôtre ne fonctionne pas en studio, de nous rappeler. Donc en attendant qu'il nous rappelle, on va poser la première question. Oui, parce qu'il avait plein de questions, Chris. C'est ça. Et qui peut nous écrire sur jeparticipe@sudradio.fr, et c'est souvent comme ça qu'on a également les questions. Du coup, on commence par la première ? Bah oui. Alors, j'ai lu que le cahier des charges pour la fabrication des voitures implique une durée de vie de 240 000 km. Qu'en pensez-vous ? Bon, alors la durabilité, elle doit être assurée pour le contrôle de la pollution sur les véhicules. Ça, c'est l'Europe qui l'impose. Donc, on va dire qu'il faut que le véhicule fonctionne correctement au moins 160 000 km. Et c'est vrai que dans la durabilité, je vais prendre un exemple totalement au hasard. On va prendre Chris également qui vient d'arriver. Bonjour Chris. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, meilleurs vœux pour cette nouvelle année déjà. Meilleurs vœux. On aurait pu vous prendre pour la rubrique pneus, parce que Chris pour la rubrique... Est-ce que vous êtes sur haut-parleur, Chris ? Oui. Alors, je veux bien que vous l'enleviez. Qu'est-ce qui vous arrive avec votre téléphone qu'on n'arrive pas à vous joindre ? Je ne sais pas ce qui se passe, ça ne sonnait même pas en fait. C'est très bizarre. Voilà. Peut-être que en fait, il est configuré pour refuser les appels. Alors c'est pas masqué, mais c'est un appel privé quand on vous appelle. Voilà. C'est bon. Vous voyez, je fais standardiste avec notre ami également Néhémie. Pourquoi vous avez pris le chiffre de 240 000 km dans votre question ? En fait, j'ai lu ça, j'avais lu un article qui disait que les véhicules toutes marques confondues était conçu d'après le cahier des charges pour tenir au minimum, donc la voiture plus toutes les pièces, 240 000 km. Toute voiture confondue ? Non. Oui. Si vous prenez une voiture japonaise, le cahier des charges, alors c'est que je vous ai dit, il y a un minimum
légale, donc imposée par la réglementation européenne, on va parler de l'Europe, on ne va pas s'occuper des autres pays, qui dit voilà, votre voiture, elle doit correspondre à l'homologation jusqu'à tel kilométrage. Donc obligatoirement, ils sont obligés de mettre dans leur cahier des charges de construction ce kilométrage-là pour être sûr que la voiture corresponde toujours au moment où elle franchira le kilomètre. Là, l'exemple de 240 000 km, il m'a fait marrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis allé, il y a quelques années, une usine dans le nord de la France, voir les débuts de la fabrication d'un nouveau moteur 3 cylindres révolutionnaire qui était lancé par un groupe qui s'appelait PSA. Et le cahier des charges disait, voilà, le moteur, il est conçu pour tenir 240 000 km. J'en entends déjà beaucoup qui écoutent la radio en train d'hurler en disant mais le mien il n'a pas tenu 240 000 km. Voilà. Bon, mais moi c'est la question que j'avais posée à l'époque. J'ai dit mais pourquoi 240 000 km? Ils m'ont dit parce que on estime qu'à ce kilométrage-là, en général, les voitures sont usées. Donc si le moteur tombe en panne, c'est pas grave parce que ce moteur-là, il y a, vous savez, sur les anciens moteurs, quand le moteur était usé, on refaisait le moteur. On réalisait les cylindres, on changeait les pistons, etc. On repartait sur un moteur pas complètement neuf, mais pratiquement neuf. Ces moteurs-là, il n'y a plus de possibilité de faire ça. Donc quand il est usé, on le jette à la poubelle, on le change. C'est de l'échange standard et les vieux moteurs ne peuvent pas être réparés. Donc je m'étais déjà étonné de ça. Je n'imaginais pas à l'époque que les moteurs PureTech qui font 240 000 km seraient des exceptions. Voilà, il y en a sans doute quelques-uns. Mais bon, pour revenir à ce que je vous expliquais, pourquoi 240 000 ? Parce qu'ils ont dit, voilà, 240 000, on estime que la voiture aura, si elle fait 12-15 000 km par an, le reste de la voiture sera usé, donc on n'a pas besoin de faire un moteur qui tienne plus longtemps. Voilà, c'était pour ça. Les Japonais font complètement différemment. Ils ont des moteurs qui durent beaucoup. Je ne vais pas vous reprendre l'exemple de voitures avec lesquelles je roule, mais qui font beaucoup plus de kilomètres que ça avant de tomber en panne. Parce que le cahier des charges initial, il dit voilà, ça doit durer 300, 400, 500 000 km. C'est des moteurs en plus qui sont vendus dans des pays où les gens font beaucoup plus de distance dans l'année. Les modèles qui sont vendus aux États-Unis, vous imaginez bien qu'ils ne font pas 12 000 km par an, à part ceux qui sont en agglomération. Mais il y a des véhicules qui font beaucoup plus que ça. Donc la durabilité est plus grande sur des modèles vendus à l'extérieur de l'Europe. Ça, c'était la première question. La deuxième. Et qu'en est-il des hybrides Toyota ? Voilà, oui, non mais ça. On y vient. Bon, alors déjà, un hybride Toyota qui a 100 000 km, le moteur, il aura tourné, on va dire, on va prendre une proportion à la louche, et le moteur thermique, il aura tourné 50-60% du temps. Donc ça veut dire qu'il forcément sur 100 000 km il va être utilisé moins longtemps, donc il va s'user moins, ça paraît logique. Si vous le coupez, si vous circulez alors je parle pas de l'autoroute, c'est le plus mauvais cas de figure pour un hybride, mais si en circulation normale vous êtes moteur coupé, on va dire 50% du temps pratiquement. Je dis pas que vous êtes en traction électrique, je dis moteur thermique coupé. Donc évidemment, il va moins s'user. Même si on sait, alors parce qu'il y en a encore qui vont me mettre, oui, mais vous savez, c'est les démarrages qui usent les moteurs. C'est vrai que ce qui use le plus un moteur thermique, c'est le démarrage. Mais une fois que l'huile est chaude, il s'use moins que le démarrage à froid. C'est le démarrage à froid qui use les moteurs thermiques. C'est pour ça que quand vous faites que des petits trajets pour aller chercher le pain ou emmener les enfants à l'école, vous massacrez votre voiture. Donc pourquoi les hybrides durent plus longtemps ? C'est principalement pour ça, et c'est pour ça qu'elles ont des huiles également très fluides. Vous avez souvent de la 0W20, 0W30, une huile très fluide à froid pour les démarrages à froid et ne pas user le moteur quand vous êtes en démarrage à froid. D'accord. Voilà, ça c'est une chose. Vous me mettiez aussi pourquoi il n'y a pas de fourgon hybride japonais ? Oui, parce que vous savez quoi ? D'avoir des véhicules hyper fiables. C'est une super bonne question. Et vous savez quoi ? Cette question, tous les constructeurs vont la prendre, je vais le dire comme je le pense, vont la prendre dans la gueule en 2025. Si vous regardez le marché des utilitaires légers, ce qui correspond à ce que vous appelez fourgon. On est en diesel à 74,5%, en essence à 12,4%, en électrique à 7,7%. On était même à 9% en 2023, c'est-à-dire que la part d'électrification sur ces modèles-là baisse. Les gens, ils en veulent pas.
En fait, ça se vend pas en fait. Ça se vend pas. Donc pourquoi il n'y a pas d'offre ? Parce qu'il n'y a pas de marché. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que là maintenant, vous avez entendu parler de ces normes café. Ça s'écrit CAFE, voilà, qui vont imposer des limites d'émissions aux constructeurs. Et chaque gramme dépassé, ça sera des amendes monstrueuses. Ça s'applique aussi sur les véhicules utilitaires. Tout le monde a oublié d'en parler, mais vous voyez la marge qu'il y a à franchir. 74% de diesel. Vous imaginez bien que là, ils vont pas être dans les clous en vendant 74% de diesel. C'est pour ça que Suzuki arrête le Jimny en France, à cause de ça, alors que c'est une petite voiture utilitaire hyper appréciée. Donc il est possible que Toyota, qui a toujours eu des bonnes idées, disent voilà, les utilitaires qu'on fabrique en collaboration avec un autre grand groupe que je citerai pas, on va finalement les équiper de motorisation hybride. Ce serait pas une mauvaise idée. Si vous nous écoutez, Toyota, c'est le moment de prendre le marché. Voilà. Bon. Et vous aviez encore une autre question. Sur les diesels. Oui, sur justement les diesels équipés de FAP, AdBlue, etc. Quelle est leur espérance de vie et leur cahier des charges ? Leur espérance de vie, elle est très longue si vous faites de l'autoroute, si vous faites de la route en faisant bien chauffer le moteur, et elle est très courte si vous faites des petits trajets, vous démarrez, vous encrassez les injecteurs, une fois que les injecteurs... Parce qu'en fait, c'est tous les systèmes de... Pourquoi est-ce qu'on dit « Ah, le diesel avant c'était plus fiable qu'aujourd'hui » les moteurs aujourd'hui, ils seraient très fiables si on enlevait toute la dépollution ou si on faisait que des grands trajets avec. Si on enlevait la dépollution. Oui, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire ? Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous enlevez alors il faut pas le faire, mais si vous enlevez la dépollution sur un moteur diesel actuel, vous aurez plus de FAP qui se bouchent, vous aurez plus de vannes EGR qui s'obstruent, vous n'aurez pas d'encrassement des injecteurs comme ça se produit actuellement. Alors à condition de bien l'utiliser. Un diesel, c'est fait pour faire de grands trajets, faire chauffer le moteur, etc., etc. Les petits trajets, c'est 30 km/h, c'est pas un grand trajet. C'est juste, voilà, les camions diesel d'ailleurs, ils font quand même des kilométrages énormes. S'il y avait un problème avec les diesels modernes en termes de kilométrage, ça se ressentirait sur les camions. Donc c'est pour ça, en fait, c'est les systèmes de dépollution derrière. C'est parce qu'on a mal expliqué aux gens quel était l'intérêt du diesel. Tout le monde a voulu rouler en diesel parce que ça coûtait moins cher à la pompe, mais on ne leur a pas expliqué que s'ils l'utilisaient mal, ils allaient tomber en panne. Et ça, malheureusement, on est en train de le payer parce qu'on est passé de 74% des ventes il y a 15 ans. On est à quoi, 7-8% aujourd'hui, vous voyez. Alors, je peux poser une question, Chris ? À l'ami Jean-Luc. Alors, question de Laurence de Paris. Non, mais par rapport à toutes les questions que Chris a posées. Donc, je vous rappelle qu'il a posé sur le cahier des charges pour la fabrication des voitures qui implique une durée de vie de 240 000. Est-ce toujours possible pour les diesels actuels équipés de FAP, AdBlue et downcisés, vous l'avez marqué comme ça, d'atteindre ce genre de kilométrage ? Qu'en est-il des hybrides Toyota ? Pensez-vous qu'il existera un fourgon hybride japonais ? Aujourd'hui, l'ami Jean-Luc, si on veut acheter une voiture, quelle est la meilleure voiture ou quelle est la meilleure technologie thermique ou hybride, etc. Quelle est la meilleure marque à acheter ? Non, mais je ne peux pas vous répondre parce que ça dépend de l'usage que vous en avez. Voilà, c'est tout. Alors, usage urbain pour aller emmener les enfants, pour faire peut-être 20 km pour les bosser. Une voiture électrique pour un usage urbain, c'est très bien. Très bien, voilà. Si vous faites un peu plus une voiture hybride, c'est très bien. Si vous faites un bout d'autoroute et ensuite vous faites de la ville et que de temps en temps vous allez à votre maison de campagne, une voiture hybride, les Français l'ont compris, aujourd'hui l'hybride c'est la moitié des ventes. Oui, quand même. Donc une voiture hybride c'est très bien, d'autant que on s'est rendu compte que c'était pas une usine à gaz à réparer et que c'était plus fiable. Parce que finalement Toyota, qui est arrivé le premier sur le marché, a prouvé que cette technologie-là, au moins pour la sienne, était fiable. Après, pour les autres constructeurs, on se penchera peut-être un moment dessus, mais il y a eu quelques petits ratés au démarrage. Et côté gros rouleur, très gros rouleur, c'est l'exemple qu'on avait sur le CX-80 tout à l'heure, en Mazda. Vous avez une grosse voiture lourde, vous faites souvent des grands trajets. Le diesel est la solution. Bon, en tout cas, c'est un peu plus clair. Vous avez quoi comme voiture, Chris, vous ? Une Toyota RAV4. On n'a pas entendu. Un Toyota RAV4, quelle année ? Toyota RAV4, il y a 300 000 km. Alors, on vous entend il a plus, 300 000 là, km. Okay. C'est Stellantis qui essaye de couper la ligne. Chris, en tout cas, merci beaucoup d'être intervenu puis de nous avoir envoyé votre mail pour poser toutes ces questions. Si vous voulez faire comme Chris, vous m'envoyez un mail, jeparticipe@sudradio.fr, vous mettez bien On parle auto dans l'objet de votre mail. Allez, dans quelques instants, on va parler classique car et on va faire la traversée de Paris. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va traverser Paris, ça nous fait plaisir. La traversée de Paris hivernale en ancienne avec Thierry Brier qui est des Vincennes en ancienne. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Bon. Comment ça va ?
Bonne année. Ça va, gentiment. Ah oui, Ils ont prévu du beau temps pour dimanche, donc c'est le bonheur absolu. Mais froid, couvrez-vous bien, les loulous. Faut mettre les moufles. Mais bon, ça, c'est pas grave. On va parler infidélité pour commencer, mais rassurez-vous, je ne vais pas donner de nom à l'antenne. On va parler d'infidélité, puisque la dernière traversée de Paris, elle n'a pas du tout traversé Paris. Non. L'été dernier. Non, pour cause de JO, on était interdit dans Paris. Ils ne voulaient pas avoir autant de voitures. Déjà que ça circulait mal, mais mettre toutes ces voitures dans Paris, c'était niet, pas question. Donc on a été obligé de modifier et d'aller sur la vallée de Chevreuse. Bon, alors cette année, on est en 2025 maintenant, pour la première traversée de l'année, puisqu'il y en a deux, une hivernale, une estivale. Pour l'hivernale, on retourne dans Paris. Donc départ, esplanade du château de Vincennes, c'est ça demain matin? C'est ça, oui. À l'aube. À l'aube, à l'aube. On va, pour les organisateurs, oui, on a rendez-vous à 6h. Mais non, c'est à partir de 8h, le premier départ. Oh, ça va, c'est des grasses mat. Alors, je voudrais juste Thierry Brier, pour tous ceux qui écoutent pour la première fois l'émission ou qui ne sont pas spécialement spécialistes de Vincennes en ancienne ou de Paris, etc., rappelez un peu l'histoire de cette traversée de Paris. 25e édition quand même. C'est ça. Ouais, comment vous est venue l'idée que Michel Lemoine et quelques copains ont organisé cette balade dans Paris. Donc avec tout un tour à l'intérieur. La première s'était arrêtée au Bois de Boulogne. Et puis depuis 17 ans, on fait aussi une deuxième traversée l'été. Donc c'est un rendez-vous qui met à peu près 600 voitures dans Paris, 152 roues, une vingtaine de tracteurs. Il y a vraiment de la diversité dans cette opération-là. Vous aurez les tracteurs cette année? Oui. Bon, ça y est, il y a 21 tracteurs. 21 tracteurs, une 122 roues, c'est ça, et 500 voitures, ça fait du monde quand même. Ouais. Ah oui, ça fait du monde. On a des craintes pour les tracteurs, en espérant que la police les laisse rentrer dans Paris. Oui. Oui, mais la ZFE s'applique pas le week-end, donc non, mais c'est par rapport aux problématiques agricoles. Ah oui, les manifestations agricoles pour défendre nos agriculteurs. Vous m'excusez, quand on voit un lance bulldog qui arrive, on se dit que c'est pas forcément pour faire une manifestation. Quand on voit un tracteur des années 20. Mais pourquoi vous dites ça? Vous avez vraiment des craintes, Thierry Brier? Non, ça se remarque un tracteur historique quand même. Ouais, on a quand même équipé tous nos tracteurs qui arrivent d'une attestation de notre part et la copie d'autorisation préfectorale. Mais voilà. Bon, alors, s'il y en a qui veulent aller sur le parcours pour voir ces beaux engins passer, déjà, quelles voitures sont éligibles? De quelle année à quelle année? Alors, obligatoirement au moins de 30 ans. D'accord. Et sur les inscriptions qu'on a actuellement, la plus ancienne est de 1925. D'accord. Une Citroën C3, on a une Bentley de 1929 et une Bugatti aussi de 1929. Donc quand même quelques belles pièces. Oui, des gens qui n'hésitent pas à sortir leurs autos même quand il fait très froid, parce que c'est vrai que dans ces voitures-là, gla-gla, il n'y a pas forcément de chauffage, donc ils vont se geler, mais au moins il ne va pas pleuvoir. C'est toujours ça de bien. Voilà. Donc alors, pour avoir une petite idée, sans tout dévoiler, mais ces quelques lieux emblématiques de la capitale, lesquels? Bon, c'est sûr qu'il y a la place de l'Étoile, elle y est tout le temps. L'Étoile, oui. Est-ce que vous Montmartre, d'accord. Notre-Dame, non, toujours pas? Non. Non, on ne peut plus passer en plus. Non, on ne peut plus du tout. Et puis, donc Montmartre, on va avoir les Poulbeaux, on va avoir un prêtre qui va bénir les voitures, les représentants de la République de Montmartre, donc l'Étoile. La Concorde, non, puisqu'on l'avait prévu au départ, mais la préfecture nous a demandé de modifier notre parcours. Donc, j'ai eu l'information hier. Et donc, on va passer par d'Étoile, Numarceau
et le pont de l'Alma. Pont de l'Alma, on retourne ensuite via le boulevard Saint-Germain. D'accord. Je viens de recevoir avec retour au château de Vincennes. Alors, juste un truc, je viens de recevoir un message d'amis qui ont des 2 chevaux, voilà, et qui viennent me dire coucou Laurence, super intéressante l'émission. Bon, ça voilà. On y sera demain sur la traversée de Paris avec 2 chevaux, 3 équipages, donc Christophe, Vincent, etc. que j'embrasse très fort. Bon, voilà, alors, plein de copains qui le il font. y a quelque chose de très intéressant qui va se passer demain, c'est que vous avez un nouveau partenaire. Alors j'aime beaucoup, je vais vous laisser donner le nom de ce partenaire et j'explique ce que c'est derrière. Ok, c'est Marlène qui nous fait ce cadeau de nous mettre finalement 5 voitures sont équipées de 20 litres d'essence non polluante et donc nos anciennes avec eux vont arriver. Marlène, c'est les carburants. Marlène, oui. Alors, M-A-R-L-I-N-E, voilà. C'est pour les carburants des 2 temps et tout ça qu'on trouve. Oui, alors il y avait, c'est exactement ça. C'est une société française qui a été rachetée depuis, mais qui fait un carburant qui est à 80% renouvelable et qui va permettre de faire baisser dans des proportions assez nettes la pollution des voitures anciennes. Aujourd'hui, on nous parle de nouveaux systèmes de dépollution sur les voitures. On sait que lorsqu'on agit sur le carburant, c'est instantané, ça marche sur toutes les voitures. Donc ça va être la preuve qu'on peut baisser les émissions. Alors déjà, les émissions de CO2, on va les baisser de 65% à véhicule équivalent, sans avoir besoin de modifier les réglages. Et en plus, c'est des carburants qui sont moins émissifs en matière de particules, en matière d'oxyde d'azote. C'est cool. Et il n'y a pas de benzène qui est cancérigène. Enfin voilà, c'est des carburants qui ont des vrais avantages. Donc là, et tout le monde connaît cette marque. Ouais, voilà. Et c'est un test en grandeur nature demain, en fait. C'est ça, oui. Et avec des anciennes, on va avoir une Amilcar de 1910, on va avoir une Ford A de 1930, vraiment des vraies anciennes, où on a une R6 aussi, on a une Ford Mustang, donc 5 véhicules qui rouleront avec ce carburant. Oui. On en parlera à l'occasion de Rétromobile. On fera quelque chose avec les gens de Marlène. Et vous savez que c'est normal puisque je m'appelle Moreau, donc Marlène Moreau et hop, voilà. Ok, d'accord, ça c'est fait. Non, mais c'est que vous savez que j'écris accessoirement des articles pour tout ce qui est habitat, ameublement, etc., jardin. Et j'avais écrit un article l'année dernière sur Marlène et sur ce nouveau carburant pour le matériel de jardin. Mais c'est ça, c'est les 2 temps, c'est les tronçonneuses, c'est tout ça. Et ils ont énormément évolué. C'est une marque que tout le monde connaît. On voyait des petits bidons, je crois que j'en ai encore un à la maison, chez nos papas. La Solexine. Et c'était vachement bien. C'est une super marque et bravo à eux. Ouais. Donc en plus, on va préciser pour ceux qui utilisent des anciennes qui nous écoutent que ça évite la corrosion, c'est miscible avec tous les autres carburants et ça se conserve beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire vous pouvez faire le plein et dans 1 an, 2 ans, redémarrer la voiture, il n'y aura pas de problème comme il peut y avoir avec des carburants modernes. Top. Donc ça, c'est très bien. Bravo. De servir de banc d'essai. Puis on se voit demain matin. Alors je ne serai pas là à 8h. Vous y allez avec quelle voiture vous, l'ami Jean-Luc ? Je sais pas, je verrai demain. Ouais. Moi, j'ai plein de copains qui y vont. Vous les saluerez de ma part, tous ceux qui ont envoyé le message. Et ils seront, m'ont-ils dit, du côté de la République de Montmartre, où on a du vin aussi. J'embrasse d'ailleurs tous mes copains députés. Le retour est prévu en fait à Vincennes à quelle heure pour ceux qui veulent éventuellement. Les premiers, on a toujours des Fangio, donc ceux-là ils seront là à 10h30. Mais normalement les retours c'est à partir de 11h30 jusqu'à 13h. D'accord. Et en plus après, je crois qu'il y a voilà, c'est ça. Il y a un déjeuner à l'hippodrome, donc les voitures seront forcément garées à proximité, ou elles restent sur la place. Garées à l'intérieur de la piste de l'hippodrome, sur le parking numéro 1. Ouvert au grand public. Il peut y avoir, on peut aller visiter éventuellement. Oui, a priori c'est libre d'accès, donc pas de souci. Bon, question de Jo sur la page Facebook, il nous reste 30 secondes, je vais vous réduire la question. En gros, puisqu'on a bien compris que Madame Hidalgo, ou en tout cas son équipe voulait virer la voiture de Paris, vous n'avez pas de risque, vous ça va ? Ils vous ont pas mis... Pour l'instant, à partir du moment où on est considéré comme historique, comme musée roulant, il y a quand même un certain respect de la part de la mairie de Paris. On n'a pas vraiment de problème. C'est plus la préfecture qui nous dit d'éviter des endroits sensibles comme l'Élysée ou comme l'Assemblée nationale, etc. D'accord, super. En tout cas, c'est un joli rendez-vous, Thierry.
Merci. Un jour, il faudra que je vienne avec vous, l'ami Jean-Luc. Non, c'est très sympa. Ouais. Bon, je vais vous l'avouer, je trouve ça plus sympa l'été où on fait le pique-nique après dans les jardins de l'Observatoire à Meudon. Mais bon. Ce qu'on avait fait d'ailleurs cette année. Et puis c'est surtout que comme je suis un petit peu balade, je ne vais pas aller demain matin prendre des risques. Bon, mais en tout cas, on vous embrasse fort et un gros bisou. Au mois d'août, mois de juillet, le 20 juillet, on s'ouvre à l'Europe et on va avoir beaucoup d'Européens qui viendront participer à cette fête. Cool. Top. Super, merci beaucoup. À demain alors. Salut Thierry Brier. Pour Vincennes en Ancienne, la traversée de Paris hivernale en Ancienne, c'est demain. Et quant à nous, on va finir notre émission en parlant du marché de l'occasion. Et nous continuons, puisque nous arrivons sur la fin de notre émission, à parler maintenant du marché de l'occasion. On a eu envie de le faire parce qu'il s'est passé quand même des petits changements au niveau de certains véhicules qui deviennent intéressants. Si vous voulez faire de bonnes affaires, il faut plutôt acheter des voitures d'occasion que des voitures neuves. Vous avez vu d'ailleurs, le marché du neuf est en train de s'écrouler. Surtout, le prix des voitures neuves a bondi. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être aux alentours de 34 000 €. On était aux alentours, il y a 10 ans, on était à 24 000 €. On a pris 10 000 €. C'est un truc de dingue. Mais est-ce que le marché de l'occasion aujourd'hui, sur les thermiques ou hybrides ou électriques, est plus ou moins intéressant? On en parle avec Vincent Ancard, que nous avons avec nous, l'ami Jean-Luc, qui est directeur général d'Autoscout 24. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, je viens de dire que le marché du neuf avait baissé l'année dernière. Qu'est-ce qu'il en est du marché de l'occasion ? Disons que le marché de l'occasion a plutôt bien progressé, on va dire de à peu près 3%. Donc c'est un marché qui est assez dynamique. Alors on n'est pas encore au niveau de 2019. On est à peu près à moins 8% par rapport à 2019. Mais on peut dire probablement que ce qu'on connaît actuellement, c'est un peu la nouvelle normalité sur le marché de l'occasion. D'accord. Il se vend combien de voitures d'occasion pour une voiture neuve vendue ? Alors actuellement, on est à peu près à 3,15 pour la moyenne de l'année 2024. Vincent, on a un souci on a un problème avec la qualité de votre téléphone. Est-ce que vous pouvez essayer de bouger? On ne sait jamais. Oui. Voilà. Ah, là, on vous entend plus du tout. Comme ça, Vincent, c'est sûr que ça. Allô, Vincent. Levez le bras. Oui. Ah, voilà. Alors, mais ça craque beaucoup. Et on n'a pas un autre numéro sur lequel on pourrait vous appeler ou pas? Non, Vincent, c'est absolument vraiment très compliqué. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un SMS? Vous avez mon numéro, je crois, ou celui de Jean-Luc, et puis on essaie de vous joindre sur une autre ligne, parce que là, c'est très compliqué, ça va pas être possible. Bon, on essaye de vous rappeler. En attendant, on va continuer. Il y a eu une baisse importante des prix sur le marché des véhicules d'occasion. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que, alors vous avez compris, renchérissement des voitures neuves. D'ailleurs, la moitié des voitures neuves aujourd'hui sont achetées par des sociétés. Les gens qui achètent des voitures neuves les prennent en leasing. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un leasing, au bout de 3 ans, les voitures arrivent massivement, que ce soit les voitures qui appartiennent à des sociétés ou aux particuliers, elles arrivent en occasion. Alors des fois des occasions plus ou moins récentes. Et là, on a des tarifs. Il y a eu pendant un moment une certaine tension parce que les constructeurs n'arriveraient pas à livrer les commandes. Donc le marché de l'occasion s'est tendu parce que ceux qui avaient besoin d'une voiture étaient obligés d'aller sur l'occasion. Donc les prix avaient monté. Aujourd'hui, ça s'est détendu et les prix ont baissé. La baisse, elle est importante. Elle est en moyenne de 7,1%, ça se traduit par une diminution de prix qui est en moyenne de 1 600 € par voiture par rapport à 2023. Donc ça vaut le coup. Si vous avez envie d'acheter une voiture, c'est le moment, faites de bonnes affaires. L'offre, elle est suffisante. Et en plus, on a des tarifs qui sont très intéressants. Et il y a une catégorie où c'est encore plus intéressant. Je vous ai dit, on est environ 1 600 € en dessous des prix qu'on pouvait mesurer il y a 2 ans. Enfin, oui, 2023, c'était il y a 2 ans, voilà. Et sur une voiture électrique, là, pour le coup, on n'est pas loin de 5 000 € de baisse. Donc, on peut faire des super économies. Alors, je ne sais pas si on va arriver à revoir Vincent, c'est compliqué. On a un souci. Alors, on va expliquer à nos amis auditeurs que Vincent n'est pas en France. Donc, peut-être qu'on a un problème de réseau par rapport à ça, mais notre équipe au standard fait tout ce qu'il faut. Non, puis on est une émission particulière aujourd'hui. On est en direct. On va tout vous dire, parce que normalement, on devait avoir Rémi Jossaume pour parler d'un dossier sur les zones à trafic limité. Il est au lit mourant. On peut essayer. On avait un plan B avec la SANEF pour parler du péage en flux libre. Jamais. Alors, tiens,
On finit après, je vous explique les voitures d'occasion, mais tant qu'on est sur la SANEF, c'est des gens qui gèrent un réseau qui nous appartient. Hein, attention, coup de gueule. Ouais, puisque les Français ont quand même payé le réseau autoroutier et il y a aujourd'hui, la gestion est assurée par des sociétés privées, donc ils gèrent un patrimoine qui nous appartient, et quand on leur pose des questions sur des choses qu'ils viennent de mettre en place qui sont complètement ubuesques, ils ne veulent pas répondre parce qu'évidemment ça les dérange. Donc je les ai relancés toute la semaine pour essayer d'avoir des réponses à des questions qui sont un peu gênantes. Hein, genre par exemple quand vous passez avec un badge et que ça ne détecte pas le badge, on vous prévient pas mais on vous colle l'amende directement, des choses comme ça les dérange. C'est ce qui est arrivé à Anthony. Voilà, et Quentin qui fait le rugby m'a dit 3 jours pour payer 2 €, c'est ça? Oui, et en plus, alors ils ont un système très automatisé et ils vous préviennent pas, ils attendent un délai, alors que normalement à partir du moment où vous êtes passé sous le portique, si vous n'avez pas réglé dans les 72 heures, au bout de 72 heures, ils devraient automatiquement vous envoyer la majoration tout de suite. Ils attendent 15 jours ou 3 semaines pour le faire. Donc, vous avez complètement oublié ce truc-là. C'est un scandale. Et puis surtout, ils ne répondent pas à nos demandes de venir en parler avec nous en direct. Jamais. Si quelqu'un de la SANEF nous écoute, ils sont plus de 8000 à travailler dans ce j'allais dire un mot pas correct, donc je vais pas le dire. Et si quelqu'un nous écoute, rappelez-moi rapidement, sinon je pense que vous n'aurez pas de droit de réponse et on va trouver des gens qui sont pas contents. On a retrouvé Vincent. On a retrouvé Vincent. Bonjour. Bonjour, vous avez déjà dit bonjour. Bonjour Vincent. Alors, il nous reste les garçons, excusez-moi, 3 minutes avant la fin de l'émission. Donc là, il faut qu'on accélère. J'ai parlé un peu de la baisse générale des prix sur les voitures d'occasion. On était sur les voitures électriques où il y a de très bonnes affaires à faire. On est d'accord, Vincent? Ah oui, bon. Non, mais ça, c'est pas possible. Non. On va pas y arriver. On va pas y arriver. De toute façon, les musiques. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, alors. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que les prix des voitures électriques sont en train de baisser. Donc on a perdu 10% en 2024. Donc les voitures électriques sont de plus en plus intéressantes en occasion. Donc ce sont des opportunités à prendre pour acheter des véhicules. Ah, donc, oui, non, ça veut pas. Ça marche pas. Ça veut pas le faire. Vincent, on est désolé. On n'arrive pas à voir la Belgique au téléphone. La frontière entre la France et la Belgique, là, on a un souci. Ça passe pas. Donc, bon, vous avez compris que c'est le moment de faire des bonnes affaires avec des voitures électriques. On peut avoir des prix en baisse jusqu'à 5 000 €. Et la principale question que se posent les gens qui veulent acheter une voiture d'occasion, c'est est-ce que la batterie a encore une capacité suffisante? On avait déjà commencé à y répondre et on aura bientôt les gens, des gens de My Battery Health, voilà, qui s'occupent du SOH. Et là, Laurence va nous dire ce que c'est. Souffle. Non, c'est la durée de vie de la batterie, en fait. C'est son état de santé. Oui, c'est l'état de santé de la batterie. Voilà. Vous voyez que j'écoute Jean-Luc Moreau sur Sud Radio. Exactement. Donc, les tests qui sont faits de SOH sur les véhicules d'occasion qui sont à vendre démontrent que 6% des occasions seulement ont un SOH inférieur à 80%. Donc, ça veut dire que 94% des véhicules en occasion ont une batterie qui n'est pas neuve, mais pratiquement neuve. Donc on peut y aller, alors je ne vais pas dire les yeux fermés, mais ça lève quand même une peur qu'avaient les éventuels acheteurs de véhicules électriques. Juste pour que tu vois, la peur que les acheteurs peuvent avoir, c'est qu'on ne connaît pas bien, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'informations. Il n'y a que l'émission On parle auto avec toi, où on parle vraiment de tout ce qui est électrique, les batteries, la vie des batteries, de quoi elles sont constituées. La majorité des gens ne connaissent pas ce qui se passe avec. Donc ça fait peur. Donc ça dure plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Donc vous pourrez acheter dans 10 ans la voiture de l'année sans problème, puisqu'elle est électrique. C'est la Renault 5 e-Tech. Alors qui partage sa couronne, ça c'est plus critiquable avec l'Alpine à 290 qui sera l'essai de la semaine prochaine d'ailleurs. Ouais. Donc vous saurez si elle est bien. Vous savez déjà que la R5 e-Tech m'a plu puisque c'était ma voiture de l'année lors de la dernière émission de l'année. Donc vous voyez que quelque part, bon, je suis pas en décalage par rapport au jury, mais voiture de l'année, c'est la 2e année de suite que Renault a le titre de voiture de l'année. On va les féliciter. C'était pour le Scénic e-Tech l'année dernière. Cette année, c'est pour la R5, une voiture très réussie à tout point de vue pour moi. Et puis je tiens à m'excuser auprès de tous nos auditeurs, surtout ceux qui adorent. C'est les aléas du direct. Voilà, la dernière chronique a été un petit peu dans tous les sens, puisqu'on a eu un problème de réseau téléphonique avec notre invité, qu'on a quand même parlé du marché de l'occasion qui devient
vraiment intéressant sur l'électrique et de la voiture de l'année qui est la Renault 5 électrique de chez Renault. Bon, l'ami Jean-Luc, on se voit la semaine prochaine, ça sera moins chaotique, j'espère. Normalement. Ouais. On va offrir un téléphone avec un beeper satellitaire à Vincent Ancard. Voilà, et puis on espère que Rémi Jossaume sera sur pied la semaine prochaine. Mais ce sera le cas. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne traversée de Paris demain puisque vous y allez. Oui, je ne vais pas à l'aube. Non, on a bien compris. Moi, je vais rester au chaud. On vous embrasse tous, passez un très beau week-end. Ceux qui sont malades, restez au chaud, parce que c'est vrai que l'épidémie s'est vraiment installée. Et ceux qui sont pas malades, profitez de ce week-end tous ensemble. Merci à Anthony d'avoir réalisé cette émission, à Aude et à Néhémie, notre jeune nouveau standardiste, d'avoir été avec nous également au téléphone. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.